Cette semaine, dans le balado, l'amour est dans les huîtres et la danse. On déjoue un complot et on empêche un mariage. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Jean-François Breton et Patrick Marleau. Salut Jeff. Allô. Donc, c'est de cette voix un peu enrhumée qu'on fait cette édition-ci de cette semaine. Ouais, on dirait que c'est plus souvent qu'à ton tour. Là. Il me semble que ça fait genre 4-5 semaines puis tu avais la même situation. Tout à fait. Écoute, ça fait longtemps, plusieurs années que j'en ai pas collé deux de suite, deux petits rhumes. Fait que c'est pas si pire que ça, mais c'est juste ma gorge et un petit peu mon nez qui est atteint. C'est une drôle de semaine de cinéma parce que il y a vraiment beaucoup de films que j'aime, mais c'est pas des gros canons. Il n'y a pas de grosses sorties américaines ou québécoises cette semaine. Vraiment des belles surprises, comme on dit, des films qu'on n'attendait pas nécessairement puis qui nous ont vraiment charmés. Exact. Ça, je dois t'avouer que c'est un des bienfaits de cet emploi-là puis de cette la tâche du podcast puis de comme tout écouter. Là, il y a plein de films que j'aurais pas été pressé d'écouter ou que j'aurais peut-être jamais vu de ma vie, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. J'essayais de réfléchir moi-même c'était quoi mon film favori cette semaine, puis j'ai beaucoup de difficultés à départager pour différentes raisons. Ouais. Et mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de grosses sorties américaines au cinéma, mais il y a un très gros événement américain dans le monde du cinéma. Ben effectivement. Alors, pour les mordus du cinéma de studio populaire, de grand divertissement, c'est le CinemaCon qui se déroule à Las Vegas, où tous les studios viennent présenter leur gros canon du restant de l'année. En fait, on dirait que l'industrie partent leur calendrier à partir du premier week-end de mai où c'est vraiment les grosses sorties. Bien que ça change de plus en plus maintenant, on a quand même des gros films en mars-avril, mais traditionnellement, c'était comme le premier coup d'envoi des grosses sorties. On en parlera plus tard. Là. En tout cas, ça va être les Gardiens de la Galaxie qui va lancer le bal. Mais c'est ça, c'est qu'après ça, maintenant, ils se mettent à se démarquer en disant « Hey, avril, il n'y a rien. Fait que je vais mettre mon Mario Bros là. Hey, il y a telle affaire. » Fait que c'est sûr qu'ils notent toute l'année quand même, mais l'été, là, pas mal à chaque fin de semaine, pendant comme 12-13 semaines en ligne, il y a un gros truc qui soit action, aventure, comédie, horreur, famille. Donc, c'est un événement pour les gens du milieu où souvent les vedettes aussi sont présents, viennent présenter soit une projection, soit des extraits, une bande-annonce. On annonce, c'est aussi l'occasion pour les studios de confirmer certains projets. Donc, on peut tout de suite, je pense, rentrer dans l'actu. Vas-y, ça va être pas mal que ça cette semaine. Ben oui, parce que autre que CinemaCon, il n'y a pas eu de grosses nouvelles. Donc, j'ai retenu quand même en tout cas, ce que j'ai peut-être les plus intéressantes pour moi ou pour nous ou pour le balado. Donc, on en avait parlé il y a quelques semaines de cette rumeur qui était quand même persistante, ou en tout cas qui était assez présente depuis un certain temps, ce fameux Beetlejuice 2. Oui. Donc, on a confirmé du côté de Warner Brothers que le studio va de l'avant avec le projet. Donc, Tim Burton revient comme réalisateur, Michael Keaton, évidemment, comme Beetlejuice. On ne pouvait pas le remplacer. Pour ce qui est du reste, c'est top secret, donc on ne connaît rien nécessairement de l'histoire. Mais Jenna Ortega, c'est pas confirmé. Ils ont juste confirmé que Keaton revenait pour l'instant. Okay. Donc, il y a peut-être des négociations encore qui se déroulent ou peut-être qu'ils vont juste attendre de faire un événement et confirmer le tout. Donc, mais sachez que Beetlejuice reviendra sur les écrans. Donc, c'est quand même un gros comeback pour Keaton avec son Batman cette année, Beetlejuice. Fait qu'on a comme l'impression d'être dans un retour à la fin des années 80. Puis d'ailleurs, là, je sais pas si je vole de quoi, mais ça se peut-tu parce que c'est comme nous, on avait été à Show Canada l'an dernier, c'est comme Ciné-Québec. Fait qu'il y a des présentations, mais il y a aussi certains films qui sont présentés au complet. Là, je sais pas si tu venais de le dire. Puis je pense que The Flash a été présenté. Effectivement, oui, The Flash. Puis il y en a un autre qui m'échappe, mais je pense qu'il y a eu 2 projections de films officiels. Est-ce que Indiana Jones? Non, Indiana Jones, je pense que ça va être vraiment Cannes. Je pense pas qu'il sera montré avant, là, moins de... Ah ouais, il doit avoir une certaine exclusivité quand tu es en ouverture de Cannes. Toujours pour les fans d'horreur, donc deux annonces. En fait, une annonce puis un peu plus de précision sur un autre projet. Donc, pour les amateurs de la série de l'univers La Conjuration, on sait qu'il y a la Nonne 2 qui s'en vient à l'automne 2023, mais on aura La Conjuration 4, mes amis, donc pour quelque part en 2024, j'imagine l'automne. Habituellement, ça va de pair avec ça. Là. Donc, le titre qui s'appelle The Last Rites, est-ce que
ce sera le dernier Conjuration dans la lignée principale, peut-être. Mais rights, comme les droits? Les rites, derniers rituels. Rights, the last rights. Donc, je pense que c'est les last rights. Après, on n'a plus les droits, on ne peut plus en faire. Non, mais il y avait eu effectivement une poursuite des Warren et tout ça. Là, parce qu'ils recevaient pas assez d'argent. Probablement, là, où il y avait des différents trucs à régler que finalement, c'est pour ça que ça avait été long entre Conjuration 2 et 3, entre autres. Et puis, du côté de Exorcist, qui sort cet octobre. De David Gordon Green. Qui nous a donné les Halloween. Donc, même principe, on va faire une suite directe à l'original. On sait que le film était sorti en 1973, donc il fête ses 50 ans cette année. Donc, on a le sous-titre, donc ça va être The Exorcist Believer. Ellen Bernstein, qui jouait la mère Chris MacNeil dans le premier film, donc va revenir. Et là, on a un peu plus de précision sur l'histoire. Donc, on apprend qu'il y a deux ados qui vont comme disparaître dans les bois, vont revenir posséder, ou peut-être une d'entre eux, en tout cas. Et finalement, la famille va aller chercher conseil auprès du personnage de Chris MacNeil, qui avait vécu évidemment la même situation avec sa fille Regan dans l'original. Donc, elle va agir un peu, j'imagine, comme peut-être entre eux et l'Église ou quelque chose comme ça. Fait que la suite se passe, va être contemporaine. Oui, tout à fait. C'est une suite 50 ans plus tard qui... OK. Et on n'a toujours pas le prêtre, de nouvelles. Ouais, c'est pas... Non, effectivement. Et même si Regan... Michael Keaton. Peut-être. Si le personnage de Regan va venir, ou Linda Blair, qui n'est plus vraiment actrice aujourd'hui, peut-être qu'elle va avoir un petit caméo, je ne sais pas. Donc... moi, je mettrais un petit 2 là-dessus, mais on verra bien à ce moment-là. Et ça sort le 13 octobre, donc vendredi 13, évidemment. Oh, cette année en plus. Ça, je pense que ça va te faire plaisir. Je pense que tu es un fan de cette comédie-là, je pense. Je sais pas où tu t'en vas. Dodgeball 2. Je reste... Je pensais que c'était avec toi qu'on avait c'est parce qu'il y a quelques trucs très mémorables. Le personnage de Ben Stiller et tout. Là. Après, est-ce que c'est un grand film? Je sais pas. Non, mais... c'est une bonne comédie. Mais ça a marqué une certaine génération, absolument. Là. If you can dodge a wrench, you can dodge a ball. Puis c'est tout. Oh oui. Je pense que j'avais oublié que j'aimais ça. D'accord. Bon, tu vois, alors je viens de raviver la flamme. Donc, Vince Vaughn participe au projet, à l'histoire. Mais c'est vraiment très tôt encore. Il n'y a pas de scénario ni d'autres personnes, de comédiens de confirmer. Là. Donc, on ne sait pas si Ben Stiller va revenir. C'est par... intérêt professionnel. C'est quel studio qui a ça? C'est Universal? Je me rappelle plus. Je pense que c'était peut-être Fox, mais... Ah ouais, OK. Peut-être pas. Là. Je dis ça de même, mais... OK. Un des 5. Ouais. Et dernière nouvelle, pour les amateurs des Schtroumpfs. Oui. Est-ce qu'il y en a encore? Notre public cible. Non, je l'ai noté parce que c'était quand même intéressant. On va avoir une nouvelle Schtroumpfette qui va être interprétée par Rihanna. OK. Qui va prêter sa voix, va faire des chansons et produit aussi le film. Donc, il faut croire qu'elle est peut-être une grande fan des Smurfs. Vas-tu encore avoir Neil Patrick Harris? Non, ça va être une version hybride, donc prise de vue réelle et animation, mais non, je pense pas que c'est une suite à ces deux films-là, cet univers-là. On tente de repartir complètement à nouveau. Mais ça me fait drôle parce que c'est toujours maintenant la mode, ce qu'on dit, les IP, les intellectualités propriété intellectuelle, c'est ça. Des studios, donc, tu sais, aux 3-4 ans, on n'a pas le choix de repartir des nouvelles moutures pour s'ils veulent conserver leurs droits. Là. Garfield doit s'en c'est clair. Là. Donc, voilà pour les actus cinématographiques de la semaine. Ben, sinon, il y a plein de bandes annonces qui ont suivi avec ça. Beaucoup que c'est des deuxièmes bandes annonces de films annoncés, mais je me souviens... j'ai comme rien noté. Next Goal Wins, le prochain Taika Waititi sur une équipe de soccer qui gagne jamais puis sont poches à chier. Là. Ça a l'air sympathique. Surtout que ça m'a pris du temps à reconnaître Michael Fassbender. Ouais. En écoutant mon annonce, on dirait que c'est lui, mais en même temps, non. Puis c'est lui. Oui, tout à fait. Voilà. Non, j'ai hâte de voir. Puis en même temps, je trouve ça le fun. Taika alterne toujours entre un petit projet plus personnel puis un gros film d'Hollywood, souvent de super-héros, on s'entend. Ouais. Fait que bien curieux de ce qu'il va voir avec ça. Mais généralement, c'est un cinéaste qui est intéressant. Ses films sont peu banals. Initialement, c'était annoncé pour septembre. Ça a été déplacé à novembre.
Ce qui le place d'une certaine manière dans cette fameuse course aux Oscars et ce placement-là. C'est un Fox Searchlight. On saura quand ça prendra l'affiche. Ouais. Mais ils ont aussi révélé en septembre le premier teaser pour le prochain Hercule Poirot. Oui, Mystery in Venice. Oui, c'est un titre que je connais moins là, dans les Agatha Christie. Ça a l'air horroriche, un petit peu horrifique. Avec je ne l'ai pas vu, j'ai oublié de la regarder. On comprend qu'il y a... j'ai oublié c'est qui fait la personnage. C'est Michelle Yeoh qui joue comment on appelle ça? Une médium qui va genre rentrer en communication avec des morts. Puis là, on est comme dans une espèce de manoir où même Poirot verrait quasiment des visions, mais qui essaie de rationaliser tout ça. Et là, le teaser ne laisse pas voir... Donc, c'est un truc à la Scooby-Doo, finalement, ils vont démasquer. Ouais, sûrement démasquer complètement. C'est un crossover, Mission Impossible, Scooby-Doo, Poirot. Non, fait que ça va être un peu plus sinistre, peut-être, comme film, mais ça m'étonne toujours. Je pense qu'il y avait déjà un contrat au départ, une entente pour faire plusieurs Poirots, parce qu'il y a une certaine notoriété au projet, mais c'est pas des top hits. Là. Non, c'est ça. Mais j'imagine que, avec le streaming et tout ça, en plateforme, ils trouvent leur compte de produire ces films-là qui doivent pas être non plus hyper coûteux. Là, mais d'autant plus que ça, c'est en tout l'assemblage Disney, mais je savais pas, mais il affiche encore Fox. Hein. C'est vraiment des sorties Fox. Je croyais qu'ils avaient tout ramené en tant que Disney, mais je pense que c'est leur façon de dire que c'est public adulte, là, mettons. Ouais, c'est ça. Ou ça fait pas partie de leur grosse licence plus commerciale, là, disons. Exact. Mais il n'y a plus ben de blockbuster chez Fox. Là. Ils ont par Avatar. Ouais, effectivement, c'est le seul. Puis là, il a repris du poil de la bête pas mal. Puis, annonce, je sais plus, une couple de films d'horreur. Hunger Games qui fait son retour. Donc, cette semaine, justement, à CinemaCon, on a profité. Un projet qui avait été annoncé aussi depuis un certain temps. Donc, The Ballad of Songbirds and Snakes, qui est vraiment tiré d'un roman là, de Susan Collins qui avait créé tout cet univers-là. Mais qui a quand même été écrit après. Oui, après le phénomène, évidemment. Donc, en fait, il a été écrit... Ouais, même après les films de mémoire, là, ou peut-être sortis avec le dernier. Là. Donc, je pense qu'elle essaie de profiter un peu de la vague quand même, mais le roman avait été quand même bien accueilli, avait été un bon vendeur. C'est comme une partie des premiers jeux Hunger Games avec un jeune président Snow qui n'est pas encore président. Là, effectivement, donc on recule 65 ans avant le premier film, le premier roman, la première histoire. Donc, on tombe dans les 10e jeux les Pan Am Games. Donc, Peter Dinklage qui va être à l'affiche, qu'on comprend que c'est un peu lui le mastermind des jeux. Viola Davis aussi, Rachel Ziegler qui incarne un peu la héroïne, qui remplace Jennifer Lawrence. Et un peu un nouveau venu, Tom Blythe, qui joue le jeune Snow, le jeune Donald Sutherland, qui a fait des petits trucs en Angleterre, mais pas hyper connu. Là. Okay. C'est pas, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, mon questionnement, visuellement, ça a l'air super beau. Je pense que c'est un univers qui est intéressant, qui mérite d'être exploité, mais souvent après ces phénomènes-là, est-ce que c'est une histoire qui mérite vraiment d'être racontée? Est-ce que les gens vont être intéressés? Mais on pouvait dire la même chose d'Avatar aussi. Fait que je pense pas que ce nouveau Hunger Games-là va connaître autant le succès que les premiers films, mais... Ça peut être un ajout intéressant. Fait qu'on comme on disait, Rachel Zegler est vraiment une star en devenir, mais bon, c'est pas de sa faute parce qu'elle brille beaucoup à l'écran, mais à date, ses 2 précédents films, c'est pas des hits box-office. Non, effectivement. Le premier, c'était West Side Story, qui était un succès critique et d'estime, mais pas au box-office. Puis Shazam 2, qui était plus un flop. Là. Ouais. Fait que, voilà. Non, elle joue gros avec ce film-là, mais c'est d'autant plus Blanche-Neige aussi, qui finalement sortira après Hunger 2024, je m'imagine. Ouais, probablement. Je serais pas surpris qu'il soit mai 2024, là, un peu à la place de La Petite Sirène cette année. Là. Mais je pense que la bonne approche, contrairement à celle de Warner et leur franchise d'Harry Potter, ou surtout lorsqu'ils ont parti leur branche chez Animaux Fantastiques, où c'était tout de suite commis pour 5 films, ne sachant pas trop où ils allaient, alors que tant le roman que ce film-là, c'est une histoire complète en soi, donc ça annonce pas, c'est pas annonciateur d'une trilogie, c'est une histoire fermée, puis à la limite, si c'est bon, ça remporte un bon succès, allons ailleurs à ce moment-là. Mais si on fait un genre de 500-600 millions global, il y a des chances qu'on annonce un autre peut-être. Là. Effectivement.
Donc, voilà pour, en tout cas, les amateurs de Hunger Games. J'imagine qu'il va y en avoir encore. En tout cas, c'est sûr que ça va raviver sûrement une certaine flamme nostalgique pour ceux qui sont dans la mi-vingtaine, parce qu'évidemment, ils étaient ados il y a 10 ans à peu près, même pas. Ça fait déjà 10 ans. Je pense que les Hunger Games, ça passe vite quand même. Quand même, ouais, ça doit être 2013, justement, peut-être 2000, le premier. 12-13 dans ce coin-là. Hey, c'est-tu même du 2009? Non, je sais plus. Ouais, je me rappelle plus. Donc, voilà. Ben voilà. On passe aux sorties quand même. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, puis vraiment, comme tu l'avais mentionné d'entrée de jeu, une semaine très satisfaisante, honnêtement, de beaux petits films à voir, à découvrir. Là. Mais commençons par le plus gros. Allons-y avec Les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon. Oui, première partie de ce diptyque à venir, dont la deuxième partie prendra l'affiche en décembre. Martin Bourboulon, qui a une espèce de montée surprenante. Il a fait Les Papas ou Maman, comédie familiale. Ouais, très sympathique. Après ça, Eiffel, donc drame historique avec plus de budget, recréer la Tour Eiffel et tout. Puis là, diptyque, les Trois Mousquetaires, qui, pourtant, c'est pas un budget si fou que ça. Là. C'est une grosse sortie. Je pense que j'ai lu du 36 millions d'euros. Mais ça aurait pu être une pure folie à la Luc Besson à 100 millions d'euros par film aussi. C'est clair, ouais. Ils font quand même beaucoup avec peu, là, disons, avec ce qu'ils ont. Écoute, je sais pas comment le résumer, j'ai pas envie de tout spoiler, mais on suit principalement D'Artagnan qui est parti de la Gascogne pour se rendre à Paris parce que c'est son rêve le plus cher de devenir mousquetaire pour le roi Louis XIII. On est quoi, début 1600 de mémoire? Ou, bonne question. Je pense que oui, il me semble que c'est le 17e siècle. Puis là, à peine arrivé dans la capitale, à Paris, il va se mettre en brouille avec trois des mousquetaires du roi pour différentes raisons. Donc, Athos, Aramis et Porthos va se retrouver à devoir les affronter en duel. Mais ceux-ci vont tous être attaqués par le cardinal Richelieu, fait que il va se joindre à eux finalement, sans être un mousquetaire officiel, mais il va juste se lier d'amitié avec ces braves gaillards qui en ont vu d'autres. Puis éventuellement, tous ces comparses-là vont devoir s'unir pour empêcher une machination. L'un d'entre eux qui est accusé d'un crime qu'il n'aurait pas fait. Et les autres vont devoir sauver la réputation aussi de la reine Anne d'Autriche d'une machination qui a été mise en place par le vilain cardinal Richelieu et son espionne Milady. Et c'est pas mal ça. D'ailleurs, le deuxième volet va s'appeler Les Trois Mousquetaires, Milady. Fait qu'on va en apprendre plus sur ce personnage d'Eva Green. Puis au générique, c'est... Une distribution toute étoile. Oui, exactement, pour ce genre de production. François Civil qui joue le jeune D'Artagnan. Peut-être un peu moins connu ici. Ça reste des acteurs français, mais il est dans énormément de films, de projets. Il est entre autres dans la série 10%. Et les trois autres mousquetaires, Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, Romain Duris, celui d'Aramis, et Pio Marmaille dans celui de Porthos. Eva Green qui fait la Milady, et le roi Louis XIII joué par Louis Garrel. Et Vicky Krieps aussi, qui est comme Eva Green, une multilingue qui joue la reine Anne d'Autriche. Écoute, tout le monde est à bonne place au bon moment dans ce film-là, je trouve. C'est à la hauteur des films de Cap et d'épée. Là. Moi, je trouve que ça fait... C'est pas le... Je sais pas comment dire ça. Tout le monde peut aimer ce film-là, mais ça m'a vraiment rappelé le film de Papa, là, comme on dit. Là. Beaucoup plus, quand même, nuancé, intelligent que bien des films d'action niaiseux des années 90. Là, mais il y a un classicisme dans la mise en scène. Ouais, c'est ça, ça reste ça. Ouais. Mais on a mis tous les moyens ici. Direction de photo... quand même audacieuse, là, un teint très beige, gris sable, beaucoup de contraste, lumière obscure. Là, on n'est pas dans l'éclatant multicolore ou le bleu des moustiquaires. Des mousquetaires, c'est sûr, ça allait arriver. Et comme tape à l'écran là, ou quoi que ce soit, là, tout est comme plus un peu sale, sobre, Renaissance. Là. Et d'ailleurs, c'est un Québécois, le directeur photo. J'ai lu ça juste avant d'enregistrer, j'avais pas remarqué. Nicolas Bolduc, qui a travaillé sur plein de projets autant québécois, là, je pense à Louis Cyr, Hochelaga, Terre des Hommes, mais en France, il en a fait plusieurs. La Belle Époque, Ennemi au Canada, qui était un film de Denis Villeneuve, mais un film tourné en Ontario.
Puis pas mal tous les films aussi de Kim Nguyen, là, The Hummingbird Project, Two Lovers and a Bear, etc. Fait que... Quand même une feuille de route. Carrière internationale. Il a fait aussi du Philippe Falardeau et tout. Fait que c'est comme il suit les Québécois aux États-Unis en français, puis au Québec aussi. Mais pas mal des grosses productions. Toi, je te passe le mousquet. Moi, merci. J'ai vraiment adoré, honnêtement. J'avais de grandes attentes, évidemment, voyant le sujet et le casting, tout d'abord, mais j'ai vraiment pas été déçu. Effectivement, tu l'as dit, le visuel est très intéressant d'un côté très, très vieillot, sale et tout ça, donc on est très loin de souvent des autres adaptations qui étaient plus théâtrales, où, tu sais, justement, les costumes, tout ça, les couleurs étaient mis de l'avant, plutôt. Et puis, c'est sûr, on parlait qu'il y a un certain classisme. Bon, c'est sûr que c'est les Trois Mousquetaires, c'est Dumas, donc dans les répliques, le langage, c'est sûr qu'il y a un petit côté vieillot rétro. Surtout au départ, quand justement, il y a les confrontations, les rencontres avec Aramis, Porthos. Oui, c'est ça, il y a des petites envolées qui vont peut-être dérouter peut-être les plus jeunes d'aujourd'hui, qui sont moins habitués à ce langage-là au cinéma, mais c'est bien correct. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la mise en scène de Martin Bourboulon, qui fait vraiment de longs plans séquences lors de scènes de bataille, tout ça, de combats, de duels. Donc, un peu à la manière de John Wick, je pense qu'il influence beaucoup maintenant les réalisateurs pour ce type de scène d'action-là. Mais celle où, justement, les Trois Mousquetaires et d'Artagnan affrontent les soldats de Richelieu, du Cardinal, dans un long plan séquence où on quitte un personnage pour aller sur l'autre, on revient, la caméra se promène, tout est en action. C'est vraiment spectaculaire. Et d'ailleurs, les comédiens ont tous suivi des cours d'escrime, d'équitation aussi, donc quelques mois là, avant la production. Et ça apparaît à l'écran parce que c'est, comme le réalisateur disait, je voulais vraiment les voir en action. Donc, c'est eux qui font pas mal la plupart de ces cascades-là, de ces séquences-là. Ouais, des chorégraphies de combat. Vraiment, oui. Très spectaculaire. Donc, les comédiens sont tous très, très bons. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais Emma Green, justement, qui est française, on a tendance à l'oublier parce qu'elle a débuté, elle fait des petits films français, mais était surtout connue pour tous ses films à l'international. James Bond, Casino Royale et tout. Ouais. Donc, je trouve qu'il est un très bon choix pour Milady. Elle était à son sinistre comme elle s'est bien incarnée. Très vénéneuse. Oui, elle a un côté, très bien pour ça. Et puis, le duo, ou le couple entre d'Artagnan et Constance aussi, c'était bien rendu. C'était quand même un choix audacieux en termes de casting aussi, là, qui était peut-être pas le nom de Coudry, mais c'est Léna, Lia, je sais plus. Donc, vraiment, écoute, les Français, je dois dire, je pense sont les maîtres de ce genre de film-là, d'historique, d'aventure, d'époque. Évidemment, ils ont les décors et tout ça, mais je pense qu'ils le font tellement depuis longtemps, tellement bien qu'on n'est pas déçus. Et d'ailleurs, beaucoup... en fait, le film a été tourné dans des décors naturels aussi. Donc, on n'est pas dans le studio, on n'est pas devant des écrans verts non plus, et ça se voit, ça paraît à l'écran là, qu'on est dans des vrais lieux. Là. J'avais entendu les comédiens justement dire que c'est encore plus facilitant pour eux d'incarner puis de le ressentir puis de se prendre au sérieux quand ils jouent, puisque c'est un vrai château. C'est sûr que nous, on voit eux puis le décor. Eux, de l'autre côté, ils voient des caméras, des assistants techniques, un immense plateau. Là, fait que t'es pas 100% immersé, mais le décor aide le fait d'être dehors pour vrai, d'avoir du vrai vent d'en face, l'air salin, le gros château à côté de toi, d'être sur le bord d'un vrai ravin et tout. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est génial pour ça. Là. Puis ce que j'apprécie aussi, c'est que là, on en parlait un petit peu hors d'onde. Moi, j'ai pas vu la version disneyenne avec Gérard Depardieu du début des années 90, qui était plus... De mémoire, c'était plus comédie, plus léger. Oui, c'est ça, parce que c'est drôle parce que quand j'étais jeune, je l'écoutais en version française, puis il y avait Gérard Depardieu. Fait que j'ai comme eu le souvenir longtemps que c'était un film français, mais non, c'était américain, puisque c'était Chris O'Donnell. Fait que ça remonte à l'époque où il était hot, puis il était Robin dans Batman et Robin, puis tout. Puis je me souviens même plus les autres. Écoute, je pense qu'il y a Gabriel Byrne. Il y avait Oliver Platt qui faisait Porthos. Il est toujours le plus sympathico, là, comme là, Pio Marmaille. Là. Puis, le cardinal Richelieu, c'était... Et ça, je me rappelle. C'était-tu Jeremy Iron? Non, je pense pas.
Je me rappelle. En tout cas, ouais, j'ai vu ça beaucoup, mais tu sais, je trouvais ça le fun, mais j'avais 10 ans, là, 8 ans, là, je sais pas. Fait que, mais je crois que c'est la première fois que c'est des Français qui le font. Ça a toujours été adapté partout dans le monde, plusieurs versions, plusieurs américaines, évidemment. Les Français reprennent leur œuvre. Ben oui, tout à fait. Et moi, la version que j'avais en référence, que j'avais vue plus jeune, c'est Les Trois Mousquetaires de 73, je pense, de Richard Lester. Donc, avec un gros casting international où on avait Charlton Heston, Henri Richelieu, Raquel Welch, Michael York qui jouait d'Artagnan et tout ça. Et dans mes souvenirs, je pensais que c'était quand même assez réaliste, mais finalement, pour le plaisir, cette semaine, j'ai commencé à le réécouter. Je voulais juste me remettre dans le bain. Et finalement, c'est beaucoup de bouffonnerie. Là. C'est vraiment... Là, les scènes de combat, c'est quand même bien fait. Il y a un réalisme, mais il y a beaucoup d'humour. Un peu trop léger, là. Puis même des fois de mauvais goût, là, où la poitrine de Raquel Welch est souvent mise en valeur. Ouais. Je pense pas que c'est dans le roman de Dumas. On n'est pas dans le sérieux de l'histoire. Non, là, et je pense que c'est ce qui fait la force de ce film-là. N'ayant pas lu le roman, donc je sais pas jusqu'à quel point, mais je pense que ça se veut quand même un roman très sérieux, d'aventure, mais et je pense que le ton du film est peut-être celui qui est le plus fidèle au roman, là. Mais je pourrais pas vous dire non plus en termes d'adaptation et tout ça. La seule chose que je sais qui a été enlevée, c'est que dans le roman, le mari de Constance, donc la fille que d'Artagnan s'éprend, elle était mariée donc avec un homme plus vieux qu'elle et tout ça. Et là, on a décidé de la mettre célibataire pour les besoins du film. Ce qui est une bonne chose, honnêtement, je pense. Ben, il y a déjà des histoires d'adultère dans le film. Ben, c'est ça, tout à fait. Puis mais, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est, quand t'as dit film d'aventure, puis si vous savez comme pas pantoute c'est quoi, ça se peut, là, tu sais, juste... Ouais. Tu connais c'est quoi les mousquetaires et tout, mais moi, j'avais oublié vraiment l'intrigue principale. Il y a vraiment une guerre entre les catholiques puis les... Protestants, exact. Ouais. Fait que là, le cardinal... C'est comme de nos jours, lui, il veut la guerre parce que la guerre, c'est payant. La guerre, ça enrôle les gens et tout. Ouais. Alors que le Louis XIII veut la paix. Mais là, le but, c'est pour ça qu'il manigance toutes ces choses-là pour finalement créer la guerre entre... Et de ce que je comprends aussi, il y avait eu le massacre de la Saint-Barthélemy, que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais que c'était flou et tout ça. Puis même, je pensais que c'était plus récent. En tout cas, moi, je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est où il y a eu des massacres de protestants et tout ça. Donc, il y avait cette tension-là de vouloir retourner en guerre. Est-ce qu'on voulait ça et tout ça? Donc, non, il y a quand même un contexte politique assez intéressant à l'histoire. Fait que c'est pas de l'aventure comme Tomb Raider là, ou Indiana Jones, je pars à la conquête de telle affaire. C'est plus comme de l'espionnage puis de la manipulation, un jeu de coulisses, voilà. Fait que beaucoup en utilisant une certaine forme de séduction. Et tu sais, la communication se fait par un petit bout de papier que tu donnes à quelqu'un. Fait que c'est quand même assez facile à falsifier. Il faut que tu ailles le sceau de la personne pour refaire dans de la cire fondue et des trucs comme ça, mais tu interceptes le message, tu changes le message, tu le donnes à personne, tu tends un guet-apens comme ça et tout. Fait que old school magouille. Ouais. Donc, bien hâte de voir cette conclusion diptyque qui sortira en décembre. Et j'espère, comme on a dit, que tout ce qu'on a nommé donne la preuve que ça vaut vraiment la peine de voir ce film-là sur grand écran. Là, vraiment, tout à fait. Restons de l'autre côté de l'Atlantique, mais dans un tout autre registre avec Fragile d'Emma Benestar. OK, oui, tu passes du coq à l'âne comme ça. Là, oui. Ça, c'est une de mes surprises. Je pense que c'est un film que j'aurais pas pris le temps d'écouter. Là. Pareil. On est... à Sète, qui est près de Montpellier, là, vraiment au sud de la France. S-E accent grave T-E, là, pas le chiffre. Et fait que c'est un climat très méditerranéen, une zone qu'on voit pas souvent au cinéma, ou du moins que les productions de là-bas se rendent pas jusqu'ici, là, jusqu'au Québec. On va suivre Az, qui est employé dans chez un petit pêcheur local d'huîtres, donc un ostréiculteur. Az, il va demander en mariage sa copine Jessica, qui vient de décrocher un rôle dans une série à la genre CSI un peu boboche, là, qui est une actrice qui essaie de faire sa place, jeune actrice et tout. Puis là, elle a un rôle des deux enquêteuses, là, style qui enlève ses lunettes fumées puis qui fait une petite réplique... cliché quand il découvre le cadavre. Là. Sauf que là, elle, c'est une grosse période de stress, puis ça va la faire paniquer, puis en fait, elle va même demander à ce qu'ils prennent un break plutôt dans leur relation, prendre une pause. Et lui, ben, ça va le détruire. Mais ses amis, sa gang de chums, pour lui remonter le moral, pas remonter le moral, mais un peu l'encourager, ils disent, regarde, tu devrais
essayer de la reséduire, d'y montrer qu'elle est mieux d'être avec toi. Fait que tu disais qu'elle aimait la danse, fait qu'apprends à danser. Il y a un tel party pour le rap de la série par le producteur ou quelque chose comme ça. Puis lui, il est invité vu qu'il est traiteur des huîtres. Fait qu'apprends à danser, puis va là-bas, puis tu vas aider à la séduire. Fait que là, il y a une de leurs amies de longue date qui, elle aussi, vient de revenir à Sète, qui avait tenté sa chance justement dans la danse à Paris et qui va commencer à lui donner des cours privés puis à ses amis. Et là, va remettre en question sa dynamique finalement, veux-tu être avec ton ex? Pourquoi, quand t'es avec ton ex, tu ne voyais plus personne? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Fait que c'est un scénario qui va pas nécessairement... en fait, je dirais qu'il réinvente la roue un peu. C'est-à-dire que les morceaux de base, j'avais déjà vu ce film-là d'une autre manière. Moi, ça me rappelait... Forgetting Sarah Marshall, par exemple, que j'avais beaucoup aimé à une époque de rupture début 2010 à peu près. Mais je trouvais qu'il y a vraiment une fraîcheur qui vient avec ce film-là. Fait que dans le traitement, dans les enjeux sociaux, mais sans que ça soit lourdeau, là. Le film veut pas défendre une position politique ou dire faut que tout change ou quoi que ce soit. C'est juste, peut-être c'est le traitement plus féminin, en fait, même si on suit un personnage principal masculin, mais qu'on a une réalisatrice et scénariste, c'est des co-scénaristes, là, mais tout un monde féminin derrière, en amont, dans la préparation du projet. Fait que c'est peut-être juste ça qui donne une nuance plus réel, je trouve, peut-être plus terre-à-terre dans une certaine manière. Puis il y a tout, visuellement, ce qu'on voit, le corps de métier, toute la relation avec les huîtres, puis le titre fragile qu'on voit au travers. C'est pas une mauviette, là, le gars. C'est pas ça l'idée. C'est juste il y a des sentiments, puis il y a de la peine. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il est confus, puis les gens qu'il rencontre sont aussi confus dans leurs sentiments, des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Écoute, Fragile, on met un nouvel habillage à un style très classique, très populaire aussi, donc cette espèce de comédie romantique-là. Oui, on sent l'influence de différents films, L'amour à Dirty Dancing aussi, Footloose et tout ça. Là, on sent son amour pour ce genre de cinéma-là. Belle surprise pour moi également, une belle découverte. J'ai adoré le ton. C'est des personnages crédibles qui se peuvent. Il n'y a rien de cliché, même si on s'amuse un peu avec les codes et les clichés du genre. C'est un feel-good movie. Ouais, on se sent bien à la fin. On va avoir le sourire tout au long. Et les comédiens sont vraiment, vraiment super sur la coche, comme on dit. Puis il y a des bonnes blagues aussi. Là, je trouve que c'est vraiment un film parfait, léger pour l'été qui arrive avec le beau temps. Écoute, en plus, comme tu dis, où ça se déroule le lieu près de la Méditerranée, tout dans le sud de la France, écoute, c'est magnifique aussi là, comme paysage, comme endroit. Ouais, je trouve que c'est vraiment... je suis d'accord, un bon timing pour ce film-là. Là. Il commence à faire beau, mais vers 6h30, 7h, il va faire plus frais. Là. Bon, là, vous sortez au cinéma, puis ça va comme vous permettre... C'est comme un Aperol Spritz, là, ce film-là. Là. C'est bien parfait pour ça. Puis les comédiens, c'est pas des noms qu'on connaît, mais peut-être les visages. Parce que Oulaya Amamra, qui est comme son ami qui va l'aider à lui enseigner à danser et tout. On l'a vu dans Fumer fait tousser récemment, mais peu de gens l'ont vu dans Fumer fait tousser parce que peu de gens sont allés voir Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Mais elle avait gagné aussi le César du meilleur espoir féminin en 2016 pour Divine, que je n'ai pas vu, mais je pense qu'on va l'avoir de plus en plus. Oui. Puis Yacine Wisha aussi était dans plusieurs films. Il était dans Divine aussi, entre autres en 2016, mais dans quelques projets. Et son meilleur ami, Raphaël Quénard, était dans Fumer fait tousser, dans une des micro-histoires, mais dans Coupé, que aussi on avait beaucoup aimé, mais qui est aussi un film qui a été vu par comme 1000 personnes au Québec, dont nous deux. Mais il faisait le directeur, le perchiste qui avait pogné la chiasse pendant le tournage. Et dans les fun facts, bien, le petit lien entre Oulaya et la réalisatrice Emma Benestan provient d'un court-métrage qu'ils ont tourné ensemble il y avait plusieurs années. Donc, c'était vraiment le premier film d'Emma, de la réalisatrice à ce moment-là, qui avait vraiment un gros coup de cœur pour cette comédienne-là qui débutait aussi. Mm-hmm. Et donc, Fragile a été écrit avec elle en tête. Oui, c'est ça. Elle dit, même si c'était pas le rôle principal, je voulais que ce soit elle qui ait ce rôle-là dedans. T'sais. Puis, elle a beaucoup travaillé. En fait, c'est Emma Benestan. Elle vient et elle habite encore dans ce coin-là. Là, fait que tu pars toujours ton premier film, il faut qu'il parte de toi d'une certaine manière. Là, ça va t'aider à être plus concret que fauné. Puis elle a travaillé beaucoup la recherche autour du visuel de l'huître, justement. C'est-à-dire, en fait,
le titre fragile réfère à cette espèce de... Ce qui peut être associé à une masculinité toxique, mais c'est d'assumer que chaque être a une certaine fragilité, une certaine sensibilité qu'on va utiliser dans plusieurs sens. Tu sais, des fois, ça peut être juste pour un objet qui est un peu brisé, puis il faut que tu fasses attention si tu veux pas le détruire. Tu sais. Puis le côté de l'huître, ça, c'est parce qu'une huître, c'est non-genré, en fait. Là. C'est hermaphrodite. Exactement. Tu sais, fait que... Il y a ce côté-là pour dire, en fait, la comédie romantique n'a pas de sexe. Les peines d'amour n'ont pas de genre, n'ont pas de sexe. Tout le monde peut en vivre. Fait que ce côté-là, tu sais, c'est quand on l'analyse qu'on remarque ces détails-là, mais c'est pas un film woke, là, comme on utilise abondamment cette expression-là. Comme je disais, là, c'est super cool. Ça s'écoute super bien. Vraiment, vraiment. Et c'est le fun de voir justement le gars être au centre de cette rupture-là et de voir quel effet ça a sur lui. Ouais, c'est toujours la fille qui est dans ces états-là, mais là, c'est le fun d'avoir... puis c'est le gars, puis ses amis disent pas juste, saoule-toi puis va fourrer des filles. C'est comme, non, il faut que le temps passe. Mais quand il est en train de pleurer en écoutant The Bodyguard, en mangeant du chocolat, il dit, non, là... C'est pas une bonne hygiène de vie. Là. Faut que tu vas dehors, va prendre du soleil, fais quelque chose. Là. Donc, fragile, allez-y avant que ça disparaisse. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que ça risque de passer un peu en coup de vent, là, mais sachez que ça vaut vraiment la peine. En coup de vent frais et chaud et salin. Du Mistral. Voilà. Allons-y avec Polite Society de Nida Manzour. OK, fait qu'on va un peu plus au nord. On s'en va à Londres. C'est un film britanno-pakistanais, un peu, là, si on veut, une classe sociale indien-pakistanais de classe sociale moyenne élevée, mettons. Il y en a qui sont élevés, puis il y en a qui s'inscrivent à l'école privée et tout. Là. Fait qu'on va suivre la jeune Ria. Qui rêve de devenir cascadeuse professionnelle. J'ai oublié de noter, mais elle tripe sur une vraie cascadeuse ou Nia. J'ai oublié son nom. J'ai oublié de noter le nom. Britannique, en fait. Puis là, une chaîne YouTube où elle met ses exploits, puis ses progrès, elle fait des cours d'arts martiaux, plein de trucs comme ça. Puis sa grande sœur, fait que tu sais, Ria a peut-être 15-16 ans, sa grande sœur doit avoir, je sais pas, 22-23, une affaire de même, qui vient de lâcher l'école d'art, elle se cherche, c'est pas sa place, ça va pas bien. Sauf qu'elle l'aide avec sa chaîne, elle la filme, elle encourage sa jeune sœur. Fait qu'on voit que les deux ont une bonne proximité malgré une différence d'âge là, d'un peut-être 5-7 ans. Mais là, soudainement, ils vont être invités dans un party d'une famille riche, avoisinante, et le jeune homme, un beau médecin trentenaire indien, que sa mère, qu'on comprend monoparentale, c'est son fils unique. Elle a chouchouté. Elle chouchoute. Un peu en fusion. Elle est très, très proche de son garçon. Et... elle, tu sais, quand tu te mouilles le pouce pour enlever de quoi sur le bord de la bouche, là, mais à 30 ans, là, c'est un peu weird. Là. Et sauf que là, finalement, contre toute attente, le beau Salim va s'éprendre pour Lena, la grande sœur de Ria. Sauf que Ria, elle trouve ça fucking louche. Ouais, exactement. Puis elle dit, c'est comment ça t'abandonnes? Dans sa tête, sa sœur, c'est une artiste. Là. Oui, pas à l'école parce que ça fonctionnait pas, mais il faut que ce soit une artiste. C'est ça son rêve. Fait que comment ça se fait qu'elle va se marier avec lui? Ça n'a aucun rapport. Puis elle les trouve extrêmement louches. Fait qu'elle va tout faire pour empêcher ce mariage-là. La twist qui est intéressante dans le film, c'est qu'il y a des combats. Des fois, le monde va se battre et c'est très Scott Pilgrim-esque, c'est-à-dire que les gens vont se battre, vont se lancer dans le mur, vont défoncer des fenêtres, mais ça n'a pas tant d'impact. C'est comme si personne réagit au fait que les gens vont se battre des fois, tu sais, puis c'est pas sanglant, personne qui se fait démembrer, là, on n'est pas dans John Wick. C'est dessiné comme exactement, violence, là, très, très comic book-esque. Fait que... je sais pas où tu veux. Je te laisse ça là. Continue. Ouais, écoute, quand j'avais vu cette bande-annonce-là, assez déjantée, j'avais vraiment hâte de voir ce film-là que tu as dit qu'il y a vraiment des tons Scott Pilgrim, on sent l'influence, peut-être moins éclatée par exemple, ça demeure dans un monde un peu plus contenu, mais quand même très spectaculaire et vraiment la force, c'est les comédiennes, en fait, sont vraiment, vraiment excellentes, gros coup de cœur pour elles, j'adore cet humour britannique-là aussi, où on tombe dans les malaises, les Britanniques sont très bons pour ça, donc et c'est produit par Working Title quand même, pour vous nommer quelques-uns de leurs films, vous allez comprendre un peu. C'est Four Weddings and a Funeral, Love Actually, Notting Hill. C'est comme un peu un melting pot de tout ça, mais encore plus déjanté, un peu plus éclaté. Puis ce qui est intéressant, ça nous montre justement une
culture qu'on voit moins à l'écran. Fait que ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. Fait que visuellement, c'est très, très beau. Les costumes, la musique aussi. Donc, esthétiquement, c'est un beau film, mais c'est drôle, c'est jouissif, c'est original. Ouais, c'est dire de plus. Je pense pas, je me suis pas tapé ses cuisses d'hilarité, mettons, mais j'ai souri vraiment tout le long du film. J'aimais ça, ce que j'écoutais. Ouais. C'est l'effet, comme tu dis, plus éclaté qu'on voyait dans Scott Pilgrim, parce qu'il y avait des références beaucoup aux arcades. Aux jeux vidéo, ouais, c'est ça. Une espèce de battre les différents boss, des ex, etc. Ouais. T'avais ce côté-là aussi ésotérique où le personnage de Ramona Flowers pouvait passer dans la tête de l'autre. Oui, c'est ça, la temporalité bougeait beaucoup et tout. Fait que ce côté-là n'est pas là-dedans, mais on a, par exemple, cette espèce de folie que tu peux te mettre à te battre contre quelqu'un un peu au milieu, une jeune contre une adulte, avec une camarade de classe aussi qui se battent puis elle se lance partout, puis tu sais, tout le monde est comme yeah, fight, puis ces personnes saignent, puis après on continue notre journée, puis c'est tout. Oui, tout à fait. Fait qu'il y a pas ce côté fantastique-là, mais c'est plus un clin d'œil aux films d'arts martiaux, puis... il y a même une chanson, il y a une chorégraphie de danse aussi qui peut faire un peu Bollywood là, avec des guillemets, là, avec le grand sens large qu'on donne à tout ça. Fait que je pense que ça rentre dans les catégories de boudez pas votre plaisir. Là. C'est un film que je manque peut-être un peu d'exposure, de mise en marché. Il passe un parmi tant d'autres. On disait, tu sais, c'est le défaut de ses qualités. Universal Pictures ont beaucoup de produits, mais malheureusement, ils n'ont pas l'énergie, puis peut-être le temps, puis les moyens pour en mettre autant d'efforts sur chacun des titres. T'sais. Fait qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur Renfield, qui est sorti il y a 2 semaines. Fait que là, lui, on dirait qu'il passe un petit peu en dessous parce que là, il travaille déjà rapide et dangereux, puis tout, mais c'est complètement différent parce qu'il distribue de plein de studios de productions différentes, de producteurs. Fait que ça donne des trucs vraiment larges. Fait que, La Bonne Société au Québec, je sais pas sur combien d'écrans il ouvre, sûrement une quarantaine, là, je penserais bien, là, une genre de sortie moyenne. Fait que dans le genre divertissement d'action, comédie d'action, littéralement. Je pense que le potentiel de devenir un film culte aussi. Là, Je pense que oui, en effet. Il y a la jeune fille, Ria, avec ses amis, c'est très crédible aussi. Tu trouves une espèce de 2-3 amis que t'es soudé plus fort qu'avec les autres, puis t'essaies de passer à travers ton secondaire un peu. Là. Fait qu'il y a de quoi d'un peu Mean Girl, ce genre de film au début de l'histoire, là, avant qu'elle découvre plus une espèce de machination là, par rapport à sa sœur, puis le mariage et tout. Là. Mais ce qui est fun, les personnages sont très colorés, très excentriques et très attachants aussi. Donc, on m'embarque pleinement dans cette aventure assez déjantée. Voilà, Polite Society. Oui, et moi, mon coup de cœur, je pense, de la semaine, bien que c'était très difficile de départager avec les 2 autres qu'on vient de parler. Are You There, God? It's Me, Margaret, de Kelly Freeman Craig. Exactement. Au Québec, Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret. C'est un coming of age, mon genre de prédilection. C'est le genre que je pense jamais te dire que c'est mon genre préféré, mais au podcast, là, je sais que des collègues puis notre patron, il me dit « OK, t'as un coming of age, tu vas aimer ça. » Oui, mais on dirait que c'est malgré moi, je me laisse prendre au jeu dans ces films-là. J'aime vraiment ça. Et ce qui est intéressant ici, on est dans les années 70. La jeune Margaret vit à New York avec ses parents, mais à cause que son père change d'emploi, en fait, il y a une promotion, il déménage au New Jersey, dans la banlieue. Le rêve américain. Et voilà. Et lui, elle a comme 11 ans, ça va sur son 12 ans, c'est sa dernière année de junior. Ils s'en vont junior, en tout cas, sa dernière année primaire. Là, c'est ça, 6e année, maintenant. Ouais, 6th grade. C'est le junior high. Après, ils vont au high school, exact. Fait que c'est un âge quand même assez charnière, époque comme ça. Et ce qui est particulier aussi dans la situation de Margaret, qui est fille unique, c'est que son père est juif puis sa mère est catholique. Et ça a fait beaucoup de guerres avec leurs parents respectifs à eux. Fait qu'eux ne parlent pas vraiment de religion. Ils disent, tu seras pas un ou l'autre ou les deux, tu vas être rien. Fait qu'ils célèbrent aucun des ni Noël, ni Hanouka, ni rien. Ils vont dans aucune église, pas au temple, ils vont nulle part. Fait que elle commence dans cette année-là à parler à Dieu, pas d'une manière vision, mais juste, on a pas mal tout fait ça, là, des prières. Là, hey, Dieu, si tu m'entends, c'est moi Margaret, j'aimerais ça, blablabla. Fait que là, au moment où elle cherche à se faire des amis pour sa dernière année, il y a beaucoup de changements dans son corps parce qu'on est vraiment à l'aube de l'adolescence, des premiers signes de transformation physique chez les femmes, des menstruations. Fait qu'elle va se faire une petite clique de 3 amis, ils vont être 4
ensemble. Puis, ils vont beaucoup se comparer. Elles disent qu'elles se disent tout, mais elles se comparent. Il y en a une qui a des seins un petit peu plus vite que les autres. Ils bitchent beaucoup sur les gars weird. Tout le monde trouve que c'est le même petit gars qui est cute. Elle trouve que c'est un autre plutôt, mais t'oses pas en parler. Tu veux être comme tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es content d'être toi-même, mais il faut pas que tu t'affiches d'un coup que tu serais rejeté, etc. Fait qu'il y a toute cette tangente-là. Et en parallèle, on comprend aussi que sa mère était prof d'art, mais là, avec ce déménagement-là, ben, rendue en banlieue, fait que là, elle va être juste mère au foyer. Fait qu'il y a sa non-émancipation par rapport à ça, par rapport à rejoindre toutes les autres mères, être dans les comités scolaires, puis toutes ces affaires-là qui sont que des mères au foyer, finalement. Ouais. Fait que... mais ça vient d'un livre de Judy Blume. Puis là, aujourd'hui, c'est facile, en rétrospective, regarder ça il y a 50 ans, des années 70, puis dire, ah ben oui, c'est vrai, c'était de même, etc. Et toute la mise en scène aussi, quand il parle de menstruation, c'est des serviettes sanitaires grosses comme des serviettes de plage, là, qu'il faut qu'ils trouvent des trucs comme ça. Mais le livre est sorti dans les années 70, fait qu'il était un des livres qui était quand même très banni et interdit dans plusieurs écoles et tout, mais il fait partie du top 100 des livres écrits en anglais, là, pas nécessairement juste américains, là, des meilleurs de tous les temps. Non, effectivement, c'est moins connu ici. C'est un nom que j'avais déjà entendu, puis ça fait partie un peu de la culture populaire américaine. Je pense que c'est un livre qui était très marquant des années 70, qui doit être probablement dans les curriculums de plusieurs écoles. D'ailleurs, un des personnages forts, l'ami de Margaret, Nancy Wheeler, ça, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Il y a comme un stéréotype associé à Nancy Wheeler. Là, je pense une fille très déterminée, contrôlante. Ça, c'est la petite voisine blonde. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, en fait, j'y allais sans aucune attente. J'avais même pas vu la bande-annonce. Moi je pensais pas que c'était un film qui se rendrait au Québec ou quoi que ce soit. Puis finalement, ça a été vraiment une très belle surprise. Écoute, c'est vraiment fait avec soin. C'est bien écrit. Faut dire que le producteur du film, c'est quand même James L. Brooks, c'est pas un nom hyper connu. Là. Il y en a d'autres producteurs plus connus que lui, mais il y a une feuille de route assez solide, surtout connu pour son Terms of Endearment au début des années 80, là, qui avait tout raflé aux Oscars. Il a fait As Good As It Gets avec Jack Nicholson aussi. Producteur aussi de Big, Jerry Maguire. Fait que tu regardes son pedigree, puis c'est pas même tous des films assez solide, là, de bon goût. Mais d'ailleurs, c'est lui qui a réussi à convaincre l'autrice de Judy Blume et la réalisatrice de leur céder les droits, parce qu'elle avait refusé pendant... J'avais l'impression qu'il y avait déjà une version, mais finalement, non. Donc, elle a toujours refusé de vendre ses droits. Puis finalement, c'est Brooks et la réalisatrice qui avaient fait un film que j'ai pas vu, toi non plus, je pense. Non, c'est ça, The Edge of 17. Qui est supposé être très, très bien sur 2016, l'adolescence. Donc, oui, fait qu'elle a vraiment un doigté. Écoute, moi, j'ai vraiment tout adoré. Les comédiennes sont vraiment super. C'est le fun d'aborder avec autant de franchise, d'honnêteté. Tout ce que les filles vont vivre encore, mais en plus à cette époque-là. Mais c'est qu'il y a quand même plus ça change, plus c'est pareil. Comme les technologies ont évolué, mais les enjeux physiologiques et sociaux... la dynamique entre jeunes du même âge et tout reste les mêmes, les premiers amours, les premiers becs, les premiers parties. Relation aussi d'adolescence avec la mère et tout ça. Puis tout ce passage-là, donc, d'enfant à l'âge adulte pour la fille avec la mère aussi, je trouve que c'est très bien amené pour avoir moi-même une fille. Donc, j'ai pu vivre ça. Donc, je comprends à quel point, pour eux, c'est quelque chose d'énorme, cette transformation-là. Donc, oui, c'est vraiment, je pense, un film à voir, à montrer à vos jeunes. Ça devrait être montré honnêtement dans les écoles. Surtout avec tout cet d'enjeux de tolérance, d'inclusivité maintenant aujourd'hui. Je trouve que ça aborde des beaux sujets de discussion là, entourant la religion, entre autres. Là, on sait qu'aux États-Unis, il y a des gros dérapages, malheureusement, de ce côté-là. Fait que c'est un film qui est vraiment d'actualité. C'est fou. Et coup de cœur aussi pour Rachel McAdams. J'oublie à quel point qu'elle est vraiment bonne. Oui, puis on l'a comme moins vu dans les dernières années. Je me souviens pas pourquoi on la connaît. T'es dans Wedding Crashers, Notebook, entre autres, qui sont ses gros. Puis là, je pense qu'elle a eu des enfants, puis elle s'est comme retirée un peu plus pour s'occuper de ses enfants. Mais Crime est fait que c'est elle captivant. qui fait la mère. C'est Benny Safdie qui fait le père, lui, qu'on connaît plus pour son côté de réalisateur, mais qui joue de plus en plus. En fait, il co-scénarise, co-réalise avec son frère plusieurs films, mais il y a juste Benny, je pense, qui joue
qui joue la comédie. Et la jeune fille qui était dans Ant-Man, tu me disais. Oui, c'est ça. Abby ouais. Ryder Fortson, qui faisait Casey dans le Ant-Man 2. Ouais. Donc, à surveiller, ça va être un Et visage qu'on va Kathy voir. Bates, qui fait la grand-mère aussi, qui est quand même très, très singulière, qui veut... La mère juive, la grand-maman juive. Oui, c'est ça, qui a une relation un peu privilégiée avec sa petite fille et tout, qui sont très amis. Puis elle est un peu brisée de leur déménagement, justement. Elle trouve ça plus difficile, parce qu'elle se retrouve seule. Donc là, l'époque est bien reconstruite, puis c'est un bon, comme on dit, un needle drop. Il y a vraiment de la bonne musique tout au long. Exactement, c'est sûr que les années 70 sont florissantes de hits qu'on aime réentendre. On déborde pas trop. On met pas des tunes pour mettre des tunes juste par des séquences. C'est à certains moments clés. C'est juste qu'on peut pas s'empêcher d'avoir des chansons connues. Ce qui est très bizarre aussi parce qu'à la fin, tu vois que la musique, c'est composée par Hans Zimmer. C'est un méchant gros nom, mais je suis comme, il y a pas grand-chose là, parce qu'il y a beaucoup pas de musique ou des tunes connues. Fait qu'il doit rester quoi? 2-3 petites pièces instrumentales de 30 secondes à certains moments. Là, ça m'a même pas marqué. Là. C'est pas Inception. Là, tu sais. Eh bien, tant mieux pour lui. Ça doit être un petit contrat. Fait que qu'on recommande chaudement. Voilà. Vraiment. Are You There God? It's Me, Margaret. J'ai vu aussi la coproduction. C'est le film le plus québécois de la semaine. C'est Dounia et la princesse d'Alep, qui est une animation familiale, coproduction entre la France et le Québec, de Maria Zarif et André Cady. Si je ne me trompe pas, ça vient d'abord d'un roman jeunesse. Un album, moi je mélange tous ces termes-là. Album illustré de Maria Zarif. Je ne sais pas si c'était de sa propre histoire ou ça je ne sais pas, effectivement. On va suivre Dounia, qui est une jeune fille de 5-6 ans qui vit en Syrie. Et suite à la mort de sa mère et l'arrestation de son père, ça va pas très bien en Syrie début 2000, 2010 même autour, Dounia vit avec son grand-père et sa grand-mère. Et là, les bombardements et les problèmes s'amplifient. Fait qu'ils vont amorcer un long périple pour traverser l'Europe puis se rendre éventuellement au Canada. Fait que c'est un récit d'immigration, si on veut, mais sous les yeux d'une jeune fille avec un petit peu de fantastique. La princesse d'Alep, c'est en fait un conte que sa grand-mère lui raconte qui fait référence aux étoiles puis à la lune. Fait qu'avec un petit peu de magie, de petites graines magiques, ça va aider Dounia et sa famille et les amis qui vont se faire dans leur périple à se sortir de fâcheuses situations impliquant l'armée, des douaniers, des passeurs qui les abandonnent, des choses comme ça. Je pense que c'est un très bon film pour conscientiser sur le chemin que certains enfants, certaines familles traversent qui en immigration. Là, c'est pas... Des fois, il y a certaines histoires assez faciles, mais en général, il y en a beaucoup qui c'est des problèmes comme ça. On le voit à la fin, là, je pense depuis 2011, il y a, je pense, c'est 6 millions de Syriens, Syriennes qui ont quitté leur pays pour aller un peu partout, là, pas tous au Canada. Fait que il y a beaucoup d'images très, très chaleureuses dans ce film-là. La relation aussi, peut-être parce que c'est le discours que tu as envers une jeune enfant pour pas l'effrayer dans ce qui se passe, même si on voit que les adultes, eux, sont très inquiets. Qui parlent, tu sais, c'est juste le temps que nous, on trouve une maison. Il y a une maison qui nous attend quelque part. Puis elle dit, ouais, les maisons s'ennuient. Oui, ben oui, les maisons sont faites pour avoir des gens dedans. Fait que si nous, on cherche une maison, il y a quelque part une maison qui nous cherche, tu sais. Puis il faut juste que cette connexion-là se fasse. Puis qu'ils restent très positifs si à un moment donné, ils sont... Oui, ils quittent la Syrie, mais ils sont comme dans la marde, pareil. Là. Ils sont nulle part, sont sans-abri, etc. Ça s'adresse à un public à partir de quel âge? Ben écoute, à Québec, ici, c'était le film d'ouverture, puis il était en compétition au Festival de cinéma en famille. Fait que moi, j'ai de la misère à figurer sur un enfant de 6 ans, ça ressemble à quoi, là? Mais sûrement, 7-8 ans, là, je pense que très intéressant. Surtout, tu sais, ma copine est professeure, est enseignante au primaire. Ta conjointe, toi, est directrice. Fait qu'on est dans ce milieu-là beaucoup, puis on le voit de plus en plus. Là. Moi, quand j'étais au secondaire, il y avait 2 Bosniaques, puis un Africain dans toute l'école, là, je pense, là, puis 2 Asiatiques. Là. C'était assez blanc. Là. Puis aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration. Les frontières ont été ouvertes. Fait que juste de plus comprendre peut-être qu'est-ce qui s'est passé avec ton voisin, mais ça se peut aussi qui est né ici puis qu'il n'a rien vécu de ça, mais peut-être que ses parents ont vécu ça, des histoires comme ça. Fait que je pense que c'est aussi un film très agréable, très beau à regarder, mais qui a aussi une vocation dans la didactique. L'éducation, c'est ça, éducationnelle derrière.
Ben, j'ai vraiment hâte de le voir, honnêtement. Je sais que ça a gagné plusieurs prix dans différents festivals, ça a circulé beaucoup, donc et la thématique m'intéresse. En plus, ça a été fait ici même, dans la ville de Québec. Ouais, donc, bravo, j'en entends que du bien de Dounia. C'est ça, puis comme, je sais plus, je viens de dire, avec une durée d'1h15, là, c'est pour ça que je pense qu'il faut y aller avec un enfant de 6-7 ans. J'imagine que ça va ouvrir un dialogue à la suite du film. On a mis aussi des petits animaux qui parlent, des petits objets. Il y a des genres de pierres, parce qu'au début, ils veulent tout traîner avec eux quand ils quittent dans leur valise. Mm-hmm. Mais ils traînent, je me souviens plus c'est quoi, là, mais c'est comme une genre de statue, quelque chose comme ça, qui est comme animé, puis qui va briser le 4e mur, puis parler un peu avec nous pour nous expliquer le contexte, pour dédramatiser aussi la situation. Voilà. Parce que c'est sûr que le début du film peut paraître un peu. On a trouvé les bonnes manières de montrer qu'il y a des bombardements, c'est la guerre, c'est pas drôle pantoute, sans mettre trop de mortalité. Là. Il y a un petit animal qui va mourir, mais pas des humains, mais tu laisses des gens derrière, les gens se séparent, vont ailleurs, t'espères qu'ils vont survivre. Comme... Donc, on conscientise de façon poétique un peu. Ouais, c'est ça, de manière douce. Là, c'est ça, il n'y a pas de démembrement là, dans le film ou de blessés de guerre. Là, on évite ça. Autre film un peu religieux, mais beaucoup plus que Are You There God, c'est le drame biographique Big George Foreman, de son vrai nom impossible, qui est Big George Foreman, The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World. C'est pas une blague, c'est ça le titre, mais il faut y aller pour Gros George Foreman. Ouais. C'est un film que je pense n'a pas de version française finalement, c'est juste en anglais. C'est l'histoire d'un pasteur dans les années 70 qui était un ancien champion de boxe, en fait, qui est devenu pasteur après avoir découvert la religion. Puis éventuellement, à cause de fraude fiscale, pas de sa part, mais il y a comme eu des investissements financiers qui ont crashé. On l'a arnaqué. Il n'y aura pas le choix de retourner dans le ring pour gagner de l'argent pour sauver genre son diocèse ou son église ou quelque chose comme ça. Fait qu'un comeback story, on s'en cache pas, c'est la foi chrétienne quand même qui va l'aider dans tout ça, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Ben oui. Tu te rappelles-tu de George Foreman? Pas en tout. Mais c'est-tu lui les grills George Foreman? Ben oui, effectivement. Okay. Donc, il est devenu un homme d'affaires... vraiment avec un succès fou, qui a vendu sa compagnie genre pour une centaine de millions. Non, il y a toute une histoire de George Foreman. Moi, je m'en rappelle parce que c'était mon adolescence. Pour être un peu fan de boxe par la bande, plus à cause du jeu Mike Tyson Knockout, tu sais, fait que je m'intéressais un peu. Mais son personnage, était-tu dedans ou c'était tous des noms fictifs dans le Mike Tyson? Il y avait juste Mike Tyson. Lui, dans Punch-Out, là? Ouais, c'est ça. Okay, lui, il était dans les mêmes années, mais il est devenu champion un petit peu après Tyson. Une fois que Tyson vraiment était déchu. Mais George Foreman, en fait, battu Joe Frazier en 73 pour devenir champion du monde. A perdu l'année d'après contre Mohamed Ali dans la fameuse Royal Rumble in the Jungle, le fameux... je sais pas. Ben, qui était le... T'as pas vu le film Ali avec Will Smith? Non, j'ai pas vu. Ben, c'est ça. Donc, le film retrace ce légendaire combat-là qui était le retour de Mohamed Ali qui regagnait sa ceinture dans les jungles du Zaïre à Kinshasa. Et Foreman, donc, après ce combat-là, qui a perdu contre Ali, n'a jamais pu avoir un combat revanche. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, il avait pris sa retraite justement en 77 pour revenir en 87, 10 ans plus tard, suite à ce que tu disais, Déborah. Et finalement, il est devenu champion du monde en 94 à 45 ans. Donc, il est devenu le boxeur le plus âgé à détenir le titre de champion du monde. Puis Foreman, si tu le vois, tu vas voir sa photo, il a vraiment comme un visage un peu chérubin, là. Quand même un petit peu enrobé. Là. Il n'a pas la shape d'un boxeur. Là. Fait que c'est un peu ça aussi qui faisait un peu sa renommée. En tout cas, à cette époque-là, dans les années 70, c'était plus costaud un peu, là, plus cut. Mais quand il est devenu champion, il était un petit peu grassouillet. Et puis, donc, lui avait défait le boxeur Michael Moorer, qui lui avait battu Evander Holyfield. Alors, et là, un peu l'affiliation. Holyfield avait battu, je pense, Tyson, ou en tout cas. Fait que. Tout du name drop de boxeur que je sais pas partout c'est qui, mais peut-être que quelqu'un nous écoute puis ça sonne une cloche. Evander Holyfield, c'est lui que Tyson avait mordu l'oreille. Voilà. Donc, non, il y a quand même vraiment une histoire assez rocambolesque, Foreman. Fait que moi, honnêtement, c'est le genre de truc que je vais regarder, là, même si effectivement qu'il y a un parti pris très sur la religion et tout ça, parce qu'il est très croyant des pasteurs et tout ça. Mais je pense qu'il est collaboré il est producteur ou quelque chose comme ça, ou producteur exécutif, une affaire de même. Mais non, vraiment une histoire assez singulière. Donc pour les amateurs, je pense, de films de sport et de boxe, je
pense que ça va être intéressant. On dit beaucoup de bien de la réalisation de George Tillman Jr. Là. Fait que là, pas mêlé George Foreman, George Tillman. Qui est un réalisateur, c'est pas ses premiers faits d'armes, c'est pas son premier film. Il avait fait The Hate You Give puis Notorious, fait que beaucoup de films en rapport avec la culture afro-américaine et des personnages importants socialement, bref, aux États-Unis. Fait que c'est Chris Davis qui s'écrit comme le joueur de baseball des Aces d'Oakland, mais c'est pas lui. Je me demandais si c'était lui. Non, c'est vraiment un autre acteur, mais c'est Chris K-H-R-I-S. Et il y a Forest Whitaker qui joue l'espèce de coach et mentor, qui est toujours un acteur très charismatique. Oui, tout à fait. Voilà pour ça. Sinon, les autres sorties, c'est beaucoup plus indépendant, mais il y en a d'autres. Il y a plein de films. Fait que comme on disait d'entrée de jeu, la semaine prochaine, ça va être le 5 mai. Premier week-end de mai, ça vient aussi avec la journée du comic book ou quelque chose Free comme Comic ça. Book Day, effectivement. Fait que on commence ça avec un Marvel, Gardien de la Galaxie volume 3, qui va être la dernière collaboration de James Gunn avec cette franchise-là et avec Marvel, parce que maintenant, il va juste travailler chez DC. Fait que c'est ça, c'est le début de la saison estivale. Il va y avoir à peu près un blockbuster par semaine, puis jusqu'au mois d'août. Mais plein d'autres films québécois, européens, etc. autour. Tu penses quoi? Penses-tu que quelqu'un meurt dans Gardien de la Galaxie volume 3? Arrête pas de dire... Oui, je pense que tout pointe vers ça. Lequel? Drax. Ou lesquels? Je sais pas, j'ai hâte de voir. Là. Parce qu'il joue encore beaucoup sur la... Ouais, puis là, on dit ça, on l'a pas vu pantoute, là, on sait pas. Là, c'est juste des hypothèses. Parce que lui, il veut encore regagner l'amour de Gamora, mais là, c'est pas la même Gamora que laquelle il y avait une relation. Fait que là, ça a l'air de le pointer vers... j'oublie son nom, mais la sœur de Gamora, là. Nebula. Nebula. Puis en plus, on fait des blagues avec ça dans les bandes annonces. Ça a été révélé que Rocket Raccoon est au cœur de l'histoire. On voit son flashback. Donc, est-ce qu'il va y avoir un arc narratif qui se termine avec ça, une espèce de rédemption? J'ai hâte de voir. Parce que Groot avait déjà fait un sacrifice, mais il avait survécu puis il a regrandi suite à ça. Fait que ça serait peut-être pas lui. Moi, je pense quand même. Ou à moins que... Est-ce qu'on va encore tuer Gamora, tu sais? Ouais, c'est ça. Parce que l'autre, était décédé. Ouais, c'est ça. Ben oui, il avait fallu que Thanos la sacrifie pour avoir une pierre ou quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, on dit beaucoup de bien, encore une fois, de cette nouvelle production. Ouais, parce qu'il y a déjà eu les premières aux États-Unis, j'imagine, là, à LA. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que écoutez-nous la semaine prochaine. D'ici là, contactez-nous comme d'habitude au balado @monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Là, le nouveau devrait être en kiosque au courant de la semaine prochaine. Il devrait arriver là, justement pour le tout début mai, qui est disponible sinon en version numérique également. Je ne sais pas s'il est en ligne, sinon ce ne sera pas bien long. Et qui est sinon dans version physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite vraiment du bon cinéma. Hâtez-vous à aller voir les films qu'on a parlé cette semaine. Ça vaut vraiment la peine. Bon popcorn. Là. Et demandez le combo popcorn huître à votre cinéma favori. Ça pourrait être intéressant.